Bonjour Nicolas, merci de me recevoir à Rennes, chez Carbonap. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Bonjour, je suis Nicolas Ferrière, le cofondateur de Carbonap et directeur des opérations. Carbonap, c'est quoi en quelques mots? Carbonap, c'est un développeur de projets de contribution carbone volontaire, historiquement français, avec un peu plus de 400 projets développés à ce jour et en phase d'expansion à l'international. Quelles sont les valeurs ajoutées de Carbonap? Première valeur ajoutée, on est un acteur multisectoriel. Ça veut dire qu'on développe des projets dans différents secteurs. On a en fait deux grands types de secteurs. On a ce qu'on va appeler des projets de solutions fondées sur la nature, Nature-Based Solutions. Donc là, ça va être des boisements forestiers, des reboisements de forêts sinistrées, des transitions de pratiques agricoles, d'élevage, de l'agroforesterie. Et on a d'autres projets qui sont plus technologiques, plus industriels, comme par exemple les bioénergies, la production de biochars, des projets d'économie circulaire aussi, ou de construction bas carbone, ou construction biosourcée. Et puis au-delà de ce positionnement multisectoriel, on est capable de travailler aussi sur différents standards de compensation, donc français avec le label bas carbone, et aussi internationaux. En deuxième lieu, on a, tout comme nos clients, et par devoir d'exemplarité, on a une stratégie RSE en interne. Et donc cette stratégie RSE, elle est notamment intégrée dans notre statut de société à mission qu'on vient d'obtenir et dont on est très fier, et aussi dans notre ambition d'aller vers une certification Bicorp. Donc on travaille vraiment sur notre bilan carbone, sur nos impacts environnementaux, sociaux, avec un plan d'action en interne. Et donc à notre échelle, on anime les choses au quotidien. Pourquoi vous choisir? Alors pourquoi nous choisir? On a parlé de notre positionnement multisectoriel qui est vraiment quelque chose d'intéressant pour nos clients. C'est ce qu'on nous dit. Le fait de pouvoir proposer différentes typologies de projets dans différentes localisations, ça permet à l'organisation qui souhaite compenser d'avoir un impact local, d'aller chercher des co-bénéfices sociaux, environnementaux. Et donc ça, c'est très intéressant. Et au-delà, on est aussi très concret, c'est-à-dire qu'on organise et on implique les parties prenantes. Dans l'entreprise qui va compenser, ça va être les salariés, ça va être la direction, ça va être toutes les différentes strates de l'organisation qui vont pouvoir choisir le projet et ensuite aller visiter tout simplement le projet lors de visites terrain qui sont ensuite animées et qui permettent d'apporter de la pédagogie, de conscientiser un petit peu tous ces acteurs et de faire vraiment ce lien humain entre un porteur de projet et un financeur. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on a ces visites et que ces visites, elles sont filmées. On produit des reportages, des interviews croisées pour rendre tout ça concret et dynamiser en fait ces relations. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu'elles tentent de compenser leurs émissions de carbone? Le premier défi d'une entreprise, ça va être de répondre à un besoin de cohérence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait d'intégrer la compensation carbone dans une démarche beaucoup plus globale, qu'on qualifie souvent sous la forme ERC ou MERC, mesurer, éviter, réduire, compenser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vraiment mobiliser l'ensemble et ne pas faire que de la compensation, donc avoir vraiment une démarche de bilan carbone, ensuite de plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre à la source, et enfin une démarche de compensation. Donc tout cela ne peut fonctionner que quand tout est mobilisé de façon cohérente, de façon rationnelle. Et donc ça, c'est le premier défi d'arriver à vraiment avoir une stratégie RSE et une stratégie carbone qui soit globale. Ensuite, une fois que l'entreprise a choisi ce qu'elle voulait faire, il y a la façon dont on va revendiquer les choses après au niveau de cette compensation. Alors, on parle de compensation, mais on parle aussi de contribution. La différence entre les deux, c'est justement la revendication qu'on en fait. Une entreprise qui va compenser des émissions de gaz à effet de serre, elle va chercher à compenser au 1 pour 1, c'est-à-dire de compenser une tonne par une tonne. Et donc quand elle va le revendiquer dans sa performance extra-financière, elle va dire voilà, j'ai compensé tel périmètre, une tonne
une tonne. Dans une contribution carbone, on est beaucoup plus sur du volontariat avec une approche finalement budgétaire, c'est-à-dire que l'entreprise va souhaiter investir dans un projet avec un budget, mais ne va pas faire une revendication au 1 pour 1 comme on vient de le voir. Donc l'entreprise doit vraiment choisir ce qu'elle veut faire, soit compenser, soit contribuer avec ce projet. Par conséquent, quand on accompagne nos clients, il y a un besoin de pédagogie, d'accompagnement, justement pour que cette compensation carbone, elle s'imbrique correctement dans le reste de la stratégie. Ça, c'est très important et parfois d'ailleurs, on peut finalement arrêter de compenser, ça arrive. On a un client, par exemple, on a travaillé ensemble pendant 3 ans, et puis là, il a été décidé en fait conjointement de ne pas compenser cette année, tout simplement parce que dans le plan d'action de réduction de leur empreinte carbone à la source, eh bien, il y a certains investissements qui ont nécessité plus de budget que prévu. Et donc en fait, pour plutôt réduire que de compenser, eh bien, on a fait ce choix. Donc peut-être qu'ils y reviendront l'année prochaine, mais en tout cas, il y a cette nécessité aussi pour les entreprises de toujours mettre à jour leur plan de réduction de leur empreinte carbone et d'actionner ou pas la compensation carbone comme dernier volet. Et donc ça, c'est vraiment important. Ça nécessite un travail de suivi aussi de toutes les nouvelles solutions qui sortent au fur et à mesure du temps, toutes les nouvelles technologies qui vont permettre de décarboner les sociétés et qui en fait finalement ajustent le plan d'action de l'entreprise tous les ans. Donc ça, c'est vraiment un travail conjoint qu'on a avec nos clients et qui permet toujours encore une fois, de maintenir cette cohérence globale et de ne pas tomber dans des dérives qu'on a pu observer et qui ont causé finalement beaucoup de mal à ces dispositifs dernièrement. Quels sont les projets et défis à venir pour Carbonaf ? Alors tout d'abord, on a un défi qui est exogène, qui est celui d'une harmonisation réglementaire. En fait, les standards nationaux vont être harmonisés à des échelles donc nationales, puis européennes, puis internationales. Et donc ces standards, ils doivent aussi être cohérents avec d'autres standards internationaux privés, comme Gold Standard, comme Verra, comme Puro.earth ou encore même Reverse, qui est franco-français. Et en fait, pour rendre tout cela interopérable, finalement, il faut des règles communes. Donc il y a un énorme travail, notamment au travers de l'article 6 des accords de Paris et puis ensuite de l'actualisation de la SNBC. On a effectivement une veille très importante sur ces sujets parce que ça va dessiner finalement le monde de la compensation carbone de demain. Et puis au-delà de ça, nous-mêmes, notre stratégie est d'aller à l'international et donc on a une démarche d'internationalisation qui est en cours. Quel rôle jouent aujourd'hui les gouvernements, les organismes internationaux dans le soutien aux entreprises pour la compensation carbone? Et concrètement, quel impact peuvent-ils avoir sur les communautés locales? Alors, les gouvernements ne soutiennent pas particulièrement des entreprises comme la nôtre ou des entreprises qui souhaitent compenser, ni même des porteurs de projets de compensation carbone. Les dispositifs de compensation carbone sont des dispositifs qui ne donnent pas droit ni à des avantages fiscaux, etc. Donc compenser n'apporte pas d'avantages financiers particuliers. Par contre, évidemment, les gouvernements ils cherchent à dynamiser ce dispositif de transition parce que la compensation carbone, c'est un dispositif de transition climatique. Donc évidemment, les gouvernements créent ces dispositifs nationaux, ces standards nationaux, comme le label bas carbone en France, qui est rentré vraiment dans l'opérationnel en 2020. Et donc, ils insufflent la démarche et pour dynamiser ces marchés, ils vont aussi obliger certains acteurs économiques à faire de la compensation carbone. Donc c'est ce qu'on appelle la compensation volontaire réglementée. C'est notamment une obligation qui repose sur les compagnies aériennes. Donc les compagnies aériennes doivent compenser sur le territoire certains types d'émissions de gaz à effet de serre et donc ils vont pouvoir satisfaire ces obligations avec des projets labellisés bas carbone. Il y a un cadre volontaire aujourd'hui avec la compensation carbone volontaire, mais il y a aussi le volontaire réglementé qui voit certains acteurs économiques finalement poussés à faire de la compensation carbone, donc ça participe à dynamiser le dispositif. Chaque État est libre de le faire un petit peu à sa guise, mais c'est leur moyen vraiment de dynamiser les dispositifs. Et concrètement, quel impact peuvent-ils avoir sur les communautés locales ? Pour un gouvernement, travailler à
à l'échelon national, c'est déjà relocaliser de la compensation. Avant, il y a déjà une 10-15 d'années, la compensation carbone existait, mais elle était principalement dans une dynamique nord-sud, c'est-à-dire que les pays de l'hémisphère nord compensaient dans les pays de l'hémisphère sud. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, avec justement le travail des gouvernements qui permettent de créer des standards nationaux, on permet quoi? On permet de relocaliser de la compensation carbone. Donc on a déjà ce travail effectivement à des échelons nationaux. Et ensuite évidemment il y a un deuxième niveau qui est encore plus local, encore plus territorial, qui est animé tout simplement par les acteurs du territoire. Donc ça va être les collectivités territoriales, ça va être des organisations qui sont à un échelon plus régional, départemental et qui elles vont s'inscrire dans ce travail collectif et effectivement vont permettre d'identifier des projets qui vont être très locaux et d'aller flécher des financements qui eux aussi vont être très locaux, donc des entreprises vraiment du territoire qui vont chercher à ce que leur financement aille au plus près finalement de leur implantation. Pourquoi est-il crucial pour les entreprises de s'engager dans des initiatives de compensation carbone aujourd'hui? Et comment les crédits carbone sont-ils calculés et vérifiés pour garantir leur impact environnemental? La réponse, c'est une réponse de temporalité. En fait, quand on met en place un projet de compensation carbone, un projet forestier par exemple, on va planter des arbres. Les arbres vont séquestrer du carbone pendant des dizaines d'années. Donc en réalité, engager quelque chose aujourd'hui, c'est engager quelque chose, mais sur du temps assez long. On a d'autres typologies de projets qui sont sur des temporalités plus courtes. Par exemple, en agriculture, on a des rotations culturales qui sont plutôt de l'ordre de quelques années, donc on a des impacts qui sont beaucoup plus court-termistes. Mais néanmoins, même sur des sujets plus industriels, plus économie circulaire, bioénergie, où on va éviter d'émettre des gaz à effet de serre, on est quand même sur un temps qu'il faut considérer. Et donc agir aujourd'hui, finalement, c'est agir pour demain. Et donc dans nos perspectives de la SNBC en France 2030, 2040, 2050, finalement il faut agir aujourd'hui de façon à rentrer dans une démarche de trajectoire. Donc là, c'est aller plus loin que le bilan carbone actualisé tous les ans, c'est se projeter sur une trajectoire qui va être beaucoup plus long terme. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'échelon français, c'est ce que les entreprises feront aussi à leur niveau. Et c'est la compensation carbone qui doit venir s'imbriquer en fait dans cette démarche qui se veut le plus long-termiste possible. Et alors, comment les crédits carbone sont-ils calculés et vérifiés pour garantir leur impact? On l'a vu juste avant à travers les standards. Les standards créent et rendent public ce qu'on appelle des méthodologies. Ces méthodologies nous donnent tous les calculs de génération de ces crédits carbone, en fait, typologie de projet par typologie de projet. Ça veut dire que CarbonApp, au quotidien, nous, on utilise ces méthodologies à travers les différents standards qui existent, et chacun de ces standards est un petit peu le garant des règles du jeu de la compensation carbone. Donc c'est scientifique, premier aspect, mais c'est aussi réglementaire au travers des critères d'éligibilité du projet qui dépendent des lois et des réglementations locales. C'est aussi une veille marché qui est faite au travers de ces méthodologies, et ces méthodologies, elles sont publiques. C'est un gage de transparence par rapport aux parties prenantes, acheteurs comme vendeurs de crédits carbone, et elles sont en amélioration constante. Donc il y a toujours des dynamiques de consultation publique pour que justement tous les acteurs puissent participer à la mise à jour de ces méthodes en fonction des changements réglementaires, des changements de l'état de l'art, des changements de contexte aussi économique plus global. Et donc ça permet d'avoir au fur et à mesure du temps toujours quelque chose qui est le plus actualisé et le plus en pointe, le plus rigoureux par rapport au contexte. Et ensuite, ce standard, il va être garant au travers de ce qu'on appelle un registre, il va être garant de l'unicité des crédits carbone, de leur traçabilité, de la gestion du non-double comptage qui est importante. Et donc ensuite, ce standard, il travaille au quotidien avec des auditeurs. Donc nous, on va proposer des projets, on va faire auditer des projets par une tierce partie qui a tout son rôle d'impartialité. Et en fait, c'est sur la base des rapports d'audit que le registre va ensuite émettre des crédits
Et ensuite, on va pouvoir faire la valorisation financière de ces crédits et flécher les fonds jusqu'au terrain tout simplement pour rassurer toutes les parties prenantes et être certain que l'euro investi par notre client finalement va bien être fléché jusqu'au terrain et va avoir un maximum d'impact local. C'est un impact qui est évidemment climatique, puisqu'on travaille sur des projets de lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi des impacts qui sont sociétaux, environnementaux, puisque toutes ces solutions qu'on propose à travers ces projets vont avoir des impacts, ce qu'on appelle des co-bénéfices sociaux, environnementaux, économiques. Et donc finalement, le véhicule, c'est le carbone, mais on a aussi tous ces co-bénéfices qui font un petit peu l'ADN de chaque projet quand on doit les comparer. Et c'est ça qui rend aussi le choix très intéressant. Quelle est votre devise chez Carbonap ? Alors j'ai demandé à certains de l'équipe qui m'ont répondu go go go. C'est pas vraiment une devise, mais c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, tout simplement parce qu'on est des entrepreneurs et donc voilà, on est très, très engagé, très dynamique, très proactif. Donc on va de l'avant, ça c'est toujours notre mindset plus que notre devise. Le mot de la fin, tout simplement un remerciement à tous nos clients, tous nos partenaires et toutes nos parties prenantes de façon très générale. Et évidemment un grand merci à ces porteurs de projets avec lesquels on travaille au quotidien, avec lesquels on relève tous ces défis et finalement sans lesquels on ne ferait pas grand chose aujourd'hui.